Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, vous le savez, les écrans, ça prend. Ça tombe bien, notre partenaire Le Clémy et son feuilleton, la famille tout écran, on nous le rappelle chaque semaine. On poursuit les aventures de cette famille dans un instant. D'autres aventures qu'on poursuit aussi avec Gaël Musquet, puisque Gaël, tu as une idée derrière la tech et tu vas nous parler d'une toute petite puce qui peuvent décupler les capacités des appareils ou les faire ramer. Ces processus et ces processeurs surtout sont à l'honneur avec un nouveau venu, il s'appelle RISC-V. Tout à fait, RISC-V, c'est une nouvelle architecture de processeurs libre et ouvert. On va découvrir comment cette nouvelle architecture va pouvoir créer de nouveaux acteurs de la fabrication des processeurs. Absolument, notre question du jour est si vous découvriez votre futur emploi dans un jeu, une approche ludique, une approche positive aussi pour dédramatiser l'orientation scolaire et professionnelle. C'est l'emploi dont vous êtes le héros. On en parle avec notre invité Alexandre Poncet. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes directeur qualité du réseau des écoles de la deuxième chance et vous lancez justement en ce mois de novembre Horizon, c'est le tout premier serious game pédagogique destiné au public éloigné de l'emploi. On en parle ensemble dans un instant. Mais d'abord, focus. Et ces écrans, justement, on va encore apprendre à les maîtriser, à voir cette consommation raisonnée, raisonnable du numérique ensemble. Prochain épisode de La Famille Tout Écran, c'est tout de suite en partenariat avec le Clémy. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours ? Ah, lequel ? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était bien à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Moi. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange chez Gâteau ? Pas tout de suite, ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là, c'est parfait pour la photo. Attention. Tu veux voir la photo ? Carrément ! Oh, passe-la moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. Comment découvrir son prochain emploi et si un serious game pouvait justement vous y aider, on en parle tout de suite avec les écoles de la deuxième chance. Et pour en parler justement avec nous sur ce plateau, Alexandre Poncet. Alexandre, vous êtes directeur qualité du réseau école de la deuxième chance. Je remets justement du singulier sur le pluriel que je donnais tout à l'heure parce que d'abord, l'école de la deuxième chance, c'est un réseau encore une fois. Mais comment est-ce qu'il s'organise exactement ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a 139 sites écoles sur tout le territoire français. Tout à fait. Alors effectivement, l'E2C, donc, c'est un dispositif de formation et d'accompagnement pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et plus globalement qui s'adresse aux publics les plus éloignés de l'emploi. Donc notre rôle, notre mission, c'est de les accompagner vers une situation d'insertion sociale, citoyenne et professionnelle durable, tout en répondant aux enjeux des territoires et des entreprises. Donc individualisation des parcours, ancrage territorial pour répondre aux besoins de chacune des parties prenantes, sont vraiment dans l'ADN de l'E2C. C'est-à-dire que vraiment, vous ne décorrélez jamais cette question, encore une fois, de l'adéquation entre le bon emploi, le bon candidat, le bon talent et le territoire idéal pour le faire. Je crois que vous allez chercher aussi ces talents où qu'ils et elles se trouvent, BEP, CAP, bac ou équivalent du bac. Il faut vraiment réussir à faire ce maillage, notamment au niveau des diplômes ou de l'absence des diplômes pour pouvoir aller chercher ces jeunes-là. Alors, effectivement, il y a deux questions qui se posent, à vrai dire, à travers votre propos. Le premier, c'est d'aller effectivement chercher ces jeunes-là. Et donc, pour ce faire, on a un réseau de partenaires. Je parlais d'ancrage territorial en préambule, qui est quelque chose de particulièrement important, finalement, pour le dossier. Et
Et donc, on a des partenaires qu'on appelle des prescripteurs. Je pense aux missions locales, je pense à Pôle emploi. L'éducation nationale également peut nous prescrire des jeunes. Et on a aussi de plus en plus de démarches d'aller vers, finalement, pour rentrer en contact direct avec ces publics-là et les amener doucement vers le 2C, puis vers une situation d'insertion. Parce que ce qui bloque jusqu'à présent, c'est justement le fait de ne pas réussir d'abord à les identifier et ensuite réussir à les flécher vers cette formation, vers ces emplois, les ramener finalement sur ce tissu de l'employabilité. Il y a plusieurs outils pour réussir à le faire, dont un serious game, visiblement. Absolument. Alors, le serious game, qui est une brique toute récente, finalement, de notre offre de service. L'idée, c'était de se dire, très simplement, on est parti du postulat. Il y a eu la Paris Games Week la semaine du 4 au 6 novembre, si on était dans ces eaux-là. Et en fait, il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties à ce moment-là et qui sont venues, finalement, nous conforter dans notre démarche. Il faut savoir que sur une tranche d'âge 16-25, il y a quasiment 90% de la population qui joue aux jeux vidéo. Alors, on pense jeux vidéo, évidemment, on pense aux consoles, aux PC, etc. Mais il y a aussi toute la gamme de jeux vidéo qu'on a sur nos smartphones. Je pense aux jeux type Candy Crush, etc. Bon, des jeux qu'on peut sortir, auxquels on peut accéder facilement. Et donc, le point, ça a été de se dire, mais en tant que finalement organisme de formation, organisme d'insertion, le meilleur moyen finalement de s'adresser à ces publics-là, de communiquer avec eux et de les intéresser à ce qu'on leur propose, c'est de passer aussi par des médias qui les intéressent. Et c'est comme ça qu'est naturellement venu le jeu vidéo dans notre esprit et que effectivement ça fait 2 ans maintenant de travail quotidien pour son développement. Donc, dans la boîte à outils que l'EDC propose, il y a notamment, du coup, ce Serious Game. Donc, vous avez dit, tiens, si justement on allait chercher les réflexes du jeu vidéo, la façon dont ces jeunes sont attirés par le jeu vidéo pour les ramener vers l'emploi, Horizon, au pluriel, c'est un très joli nom pour ce Serious Game, qui a été développé, je crois, en partenariat avec la Fondation FDJ, la Française des Jeux. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la Fondation française des jeux a comme axe stratégique de favoriser l'inclusion et l'inclusion par le jeu. Et donc, mécaniquement, on a vu le 8 novembre, on a organisé l'événement de lancement de notre jeu vidéo et en fait, on a réuni à ce moment-là l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, des entreprises partenaires, la Fondation FDJ, bien évidemment. Il y avait également des partenaires institutionnels. Monsieur Guilhuy était présent également à ce moment-là. Et on s'est rendu compte finalement qu'on avait tous un intérêt commun pour l'inclusion. On parle bien des jeunes qui aujourd'hui sont... on parlait des jeunes qu'on avait du mal à identifier. On parle régulièrement des NEETs, donc les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Voilà, et finalement, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on leur propose pour leur aider, aider leur insertion, quoi. Et évidemment, c'est quelque chose, c'est une proposition qu'on a faite donc à la Fondation de la Française des Jeux. Elle y a été particulièrement sensible et elle nous a soutenus financièrement, bien évidemment, mais aussi en termes de compétences, puisqu'ils ont dans leurs équipes tout un panel en fait, d'experts du jeu et qui ont pu nous accompagner aussi sur les démarches de ludification de la démarche. Absolument, et c'est un projet donc, que vous avez porté avec eux depuis 2020. On imagine qu'en 2 ans, vous avez pu l'affiner, le tester, le retester, malgré les périodes de confinement. Qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure justement de ces périodes de test ? D'abord que vous aviez bien ciblé les bons réflexes pour les jeunes qui souhaitaient raccrocher vers l'emploi, parce qu'il y a à la fois le côté outil qu'on va utiliser dans le Serious Game pour revenir justement dans le marché de l'emploi, travailler son employabilité. Puis il y a aussi le fait de se dire que ça peut être un secteur, le jeu vidéo en soi, qui peut être un vivier pour ces futurs talents. Absolument. Alors le développement sur 2 ans, ça peut paraître long quand on le dit comme ça. En réalité, c'est extrêmement court. Quand on voit les grands jeux vidéo qui sortent actuellement, c'est des 4, 5 ans, 6 ans, voire plus de développement. Le premier point, ça a été vraiment finalement de rendre
de pouvoir digitaliser en fait l'offre pédagogique de l'école de la deuxième chance. Et ça a été une démarche qui a été particulièrement complexe parce que ça intègre tout un panel en fait de modalités, de méthodes, de techniques qui marchent très bien en présentiel. On est sur de la pédagogie active avec des temps de réflexivité, d'auto-évaluation, etc. pour vraiment prendre conscience en fait de ses acquis, de ses compétences. Les jeunes, ils ont décroché de l'éducation nationale, certes. Pour autant, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de compétences. Et donc, on doit les aider en fait à les identifier, à les remobiliser et à pouvoir ensuite les exploiter dans des situations professionnelles. Donc, on avait tous les éléments pédagogiques en fait à prendre en compte et à se dire voilà cette méthode-là, cette mécanique-là, comment on la transpose, comment on la met dans le digital, quoi. Et on s'est aperçu en premier lieu que la méthode pédagogique qui était utilisée dans les E2C se prêtait assez bien finalement aux jeux vidéo. Parce que, comme je vous parlais de pédagogie active, d'instant de réflexion, on parle également de dimension collaborative dans l'approche par compétences. Et c'est tout des mécaniques en fait qui existent dans le jeu vidéo. Ouais. Et simplement, c'est comment on transpose le jeu vidéo comment on fait matcher plutôt, comment on marie la pédagogie et le jeu vidéo. Et donc, effectivement, ça fait l'objet de tests avec les stagiaires. On a fait un premier grand test, c'était en avril de cette année. Ouais. Donc, en fait, parce qu'avant, il y a eu toute la phase, bien évidemment, de conception, etc., pour ensuite aller sur la phase de développement. Et au moment de ce test, si on peut y accorder un petit peu de temps. Bien sûr, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce test ? C'était assez incroyable. Il faut savoir qu'on était sur un test vraiment d'une version alpha, donc vraiment les prémices du développement. Ouais. On l'a testé dans 4 E2C avec une quarantaine de stagiaires. Et c'était assez amusant finalement parce qu'on s'était dit qu'on allait faire une première... On avait organisé le test sur une journée pleine. La première demi-journée qui était plutôt descendante malgré tout parce qu'on avait besoin de contextualiser, d'expliquer aux stagiaires de quoi il en retournait, ce qu'était une alpha. On en a profité pour leur présenter les métiers du jeu vidéo, etc. Donc intéressé, mais on voyait malgré ça que le descendant, ça marche pas terrible en fait pour les stagiaires. Il faut inverser la vapeur. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'ils être acteurs de leur formation. Tout à fait. Et on est arrivé sur la deuxième demi-journée, donc le moment du test. Et on s'était dit, vu que le jeu il en est vraiment à ses prémices, on en est au tout début, on va leur donner 45 minutes pour le tester et pardonnez-moi l'expression, mais si ça tient, c'est déjà bien parce que mécaniquement il y aura des bugs, il y aura etc. Et en fait, pendant cette période de test, les jeunes, on avait prévu 45 minutes, ils ont littéralement refusé de déconnecter des PC pour pouvoir finir en fait la démo qu'on leur proposait, et ce qui fait qu'on a eu au total 1h30 de jeu. Donc quand on parle de temps d'attention réduit des stagiaires, on voit en pédagogie, on estime que 20 minutes c'est déjà beaucoup. Là on a réussi à passer, donc on était sur un test de 45 minutes, on est allé sur 1h30 mais de leur fait. Ouais. Donc mécaniquement c'est que le jeu c'est un média qui leur parle, qui les engage et qui aussi permet d'allonger les temps d'attention et donc de faire passer plus de compétences, plus de pédagogie. Et qui leur permet, j'imagine aussi, de pouvoir aller chercher aussi plus d'infos sur les professions auxquelles ils aimeraient pouvoir se destiner. Parce que si on revient sur le déroulement justement de Horizon, encore une fois au pluriel, il faut s'attendre à quoi ? On va être en train de jouer, on joue finalement le futur métier de ses rêves, c'est un peu ça, on joue le professionnel qui va du coup partir à l'assaut du marché de l'emploi, c'est un petit peu ça l'idée ? Alors, il y a un peu de ça. En fait, ce qu'il faut bien se rappeler quand on parle de l'école de la deuxième chance, c'est que le jeune arrive avec ses compétences, avec son bagage, avec son passé et avec ses projections aussi vers l'avenir. Et donc, à l'E2C, on ne forme pas les jeunes à un métier en particulier, on l'aide en fait à trouver son projet professionnel et on l'aide à développer les compétences qui lui permettent d'accéder à un premier emploi choisi. Et donc, on a aussi voulu transposer ça dans le jeu vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que concrètement, serious game, donc il y a besoin d'une dimension ludique forte pour accrocher les stagiaires et puis qu'ils se projettent, qu'ils aient envie de jouer. Donc en fait, on a tout un scénario, toute une histoire. C'est un jeu qui est assez long, il dure entre 10 et 15 heures de jeu, hors quête annexe, hors multijoueur. Donc on est quand même sur des standards assez élevés en termes de durée de vie. Et en fait, ce qui se passe dans le jeu, c'est que concrètement, le jeune arrive dans la ville d'Horizon et il va justement à l'E2C d'Horizon pour justement découvrir ce qui l'intéresse, etc.
Et c'est au moment où il arrive à l'E2C, finalement, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une comète, en fait, qui va... un astéroïde, pardon, qui va... Si c'était une comète, ce serait dommage. Ça pourrait arriver. Dans le ciel. Tu confirmes ? Ça peut arriver. Et donc, il y a un astéroïde qui tombe, en fait, en plein cœur de ville. Et là, il commence à se passer des choses un peu bizarres, en fait, dans la ville. Mécaniquement, ça a des impacts sur les infrastructures, sur la technologie, etc. Bon... Et donc le jeune va commencer par partir à la recherche d'un ami du groupe dans lequel il s'est inscrit pour voir ce qui se passe et s'il va bien. Et petit à petit, en fait, le joueur donc il va s'engager dans la ville, dans la vie citoyenne, dans la vie professionnelle. D'accord. Et tout simplement parce que vu que c'est le bazar concrètement en ville et qu'il s'est passé plein de choses, que les professionnels ils ont du mal à se retourner finalement. La ville d'Horizon va décider de mettre en place une forme de réserve citoyenne, c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler ce système, où en fait les jeunes sont appelés pour aller aider les professionnels pour combler des pics d'activité, pour résoudre des problématiques, etc. Et donc le jeune, en fait, c'est par le biais de cette histoire et par le biais de cette réserve citoyenne qui va non pas découvrir un métier, mais en fait en découvrir une quarantaine à travers des mises en situation très concrètes, des activités qui sont liées à ces métiers, qui sont tous des métiers en tension et qui permettent en plus de développer les compétences de notre référentiel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à une multiplicité de professions et de métiers. 40, vous nous le disiez, concrètement, ce sont quels métiers ? Est-ce que ça va, par exemple, pour aider justement et pouvoir sortir au fur et à mesure de l'intrigue dans l'entraide et aider les fameux amis qui ont été mis en danger ? Est-ce que, par exemple, on peut se confronter au métier de pompier, à celui de secouriste, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des questions de gestion aussi de la sécurité, de gestionnaire de crise à envisager comme type de métier ? Il y a finalement un peu toutes les familles de professions qui sont là ? Absolument, absolument. En fait, on a dans la ville, il y a 5 quartiers qui sont représentés. Et on a par exemple le quartier de la Canopée, qui est un endroit qui est très boisé, etc. Et donc là, on va découvrir plutôt des métiers en lien avec le tourisme, avec l'agro-industrie, etc. On a des métiers qui sont plus orientés dans les services à la personne dans le quartier résidentiel, des métiers liés au métier de vente, au métier de la restauration dans le quartier des affaires, enfin voilà, globalement, et on découvre tous ces métiers-là, donc même de la logistique, vous parliez des gestes de premier secours, c'est quelque chose qui à la fois représente un métier, mais représente un domaine de compétences dans le dossier. Et donc, effectivement, on a un ensemble d'activités qui permet de découvrir si on ne connaît pas ou de conforter en fait les compétences liées aux gestes de premier secours, quelle est la bonne attitude à avoir quand on tombe sur une personne inanimée, par exemple. Voilà, on a tout ça dans le jeu. C'est extrêmement large. En réalité, on va non seulement pouvoir découvrir cet apanage de métiers, ces 40 professions, on va aussi pouvoir finalement redécouvrir les bons gestes citoyens, si je vous entends bien, parce que l'idée, encore une fois, du scénario de ce jeu, c'est de pouvoir aller sauver justement une ville mise en péril par cet astéroïde mystère. Il y a finalement toutes les qualités qui sont en train de se découper, qu'on va tester là aussi par ce Serious Game. Oui, de l'aptitude professionnelle, de l'employabilité, mais aussi ces fameux soft skills dont on parle beaucoup aujourd'hui, ces compétences émotionnelles et comportementales. On met tout en action pour faire prendre conscience aussi à ce jeune qui potentiellement a décroché et loin du marché de l'emploi, qu'il peut réussir à raccrocher. Absolument. Qui peut raccrocher, qu'il peut, alors à travers le jeu, mais aussi en réel, je me permets cette petite parenthèse. Je ne crois pas que le tout digital soit une solution, à vrai dire. On a plutôt besoin d'effets de levier entre ce qui se passe en digital, sur le numérique, et ce qui se passe dans le monde réel. Et en fait, ça permet aux jeunes d'avoir une première appréhension, de dédramatiser finalement la recherche d'emploi, la première approche avec un professionnel, mais également de voir ce qu'il peut, à son niveau, faire et quelle utilité sociale il a au-delà de la dimension professionnelle. C'est des méthodes qui marchent d'ailleurs très bien sur les exercices de tsunami que les Nations Unies organisent régulièrement. Mettre le citoyen au cœur
de son propre rôle, s'il doit évacuer son logement à cause d'un feu, à cause d'un tsunami, après un séisme, etc. Ce sont les meilleures méthodes en fait que l'on a, où les gens se rendent compte vraiment de ce que ça va représenter pour eux de quitter leur logement, évidemment toute la partie affective, mais aussi le fait qu'on va devoir peut-être transporter des personnes qui du coup deviennent des personnes à mobilité réduite, qu'il va falloir soutenir. Et les jeunes, les écoliers, les personnes avec qui on a l'habitude de faire ces exercices sont souvent les meilleurs en termes de propositions et en termes aussi de valorisation aussi du quartier, de la solidarité qui peut se mettre en œuvre dans ces réflexions sur les relations qu'on peut avoir entre voisins, par exemple. Si je vous entends bien, messieurs, c'est se confronter à la réalité aussi d'une situation de crise d'un métier pour pouvoir, là aussi, savoir développer le meilleur de ses capacités, de son agilité. Absolument. L'idée est vraiment là, c'est de transposer ce qui peut se passer dans la vraie vie, dans le monde virtuel. Ça permet de l'aborder d'une manière plus calme, plus sereine. Ça permet de réessayer si on n'y est pas arrivé, parce que ça, et ça permet d'aborder et d'ancrer finalement des comportements, des réflexions. Et c'est tout ça qu'on a recherché à travers ce jeu. Alors Horizon, justement, c'est ce jeu qui est déployé en ce moment même. Plusieurs stagiaires qui ont pu donc du coup tester toutes les versions différentes sur les 2 années de développement de ce Serious Game. L'idée, c'est de pouvoir toucher combien de jeunes au fur et à mesure du déploiement du jeu ? Alors, en premier lieu, le jeu va être proposé à l'ensemble des stagiaires des E2C. Donc, vous parlez les 139 écoles. Sites, voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer ça comme une brique, une modalité pédagogique à disposition des stagiaires, à disposition des formateurs. Et ils vont pouvoir l'utiliser, c'est ça aussi qui est intéressant, ils vont pouvoir l'utiliser dans différentes situations. On a, par exemple, à l'entrée en E2C, on a ce qu'on appelle des positionnements, et c'est ce qui permet d'évaluer justement tout le bagage en fait, du stagiaire en termes de compétences, en termes de besoins, en termes de projets professionnels, etc. Donc là, le jeu, par exemple, pourrait être adapté spécifiquement pour cette période de positionnement, parce que à travers la découverte des compétences, à travers la découverte des métiers, etc., on va peut-être réussir à accélérer certains processus de définition de projet, etc., donc à travers le jeu. On va aussi pouvoir le dérouler un peu sous forme d'épisodes. Le jeu est découpé en 8 arcs d'une heure et demie, 2 heures chacun. Donc on pourrait aussi se dire, le jeu va être développé, va être proposé en fait aux stagiaires par tranche de 2 heures, voilà, et où le jeune il peut aussi se dire moi en fait j'ai accroché complètement. Et il faut savoir qu'il sera accessible à travers une web app, mais aussi à travers Android et iOS. Tous les systèmes d'exploitation sur vos smartphones et tablettes. Absolument. Et presque tous, en tout cas propriétaires. Je regarde Gaël parce qu'il me regarde en disant tous les systèmes d'exploitation, non monsieur, le monde du libre est là. Absolument. Bon. Du coup c'est accessible par web app. Et le jeune il pourrait aussi y jouer, on peut envisager ça, que le soir il a envie de continuer l'histoire, etc. Donc première cible, les 15 000 stagiaires des E2C. Ouais. Demain, on n'exclut pas, en fait on a au niveau du réseau E2C France, on a une stratégie digitale un peu plus large, et aujourd'hui on a un grand projet qui est soutenu par l'État de tiers-lieu digital en fait, qui permettrait de centraliser en fait toute l'offre de services de l'E2C au sein d'un espace digital et d'aller chercher justement ces effets de levier que j'évoquais tout à l'heure entre présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone, etc. L'hypothèse, ça pourrait être par exemple de pouvoir donner accès librement, gratuitement aux jeux vidéo, aux stagiaires aux futurs stagiaires, en fait, aux candidats de l'E2C, pour qu'ils puissent se positionner, en fait, par rapport à notre démarche, par rapport à leurs besoins, et que si ça les accroche, qu'ils en ont envie, eh bien que justement, ils puissent être orientés vers l'E2C la plus proche de chez eux. Donc aujourd'hui 15 000 jeunes, demain potentiellement beaucoup plus si on l'adresse à nos futurs candidats. Et on voit à quel point justement Horizon devient un outil pour pouvoir là aussi aller plus loin avec les EDC. On revient avec vous dans un instant justement à la façon dont on peut faire accrocher ces jeunes à l'emploi, aux formations, notamment par les outils numériques, mais pas que, on l'a bien compris. On fait un tour du côté de la planète tech et on revient. Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud.
everybody will. Jarvis, open mask. Jarvis, close mask. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur. Ça tombe bien là aussi parce qu'on est en plateau toujours avec Alexandre Poncet, directeur qualité du réseau École de la Deuxième Chance. On parle justement de ce Serious Game Horizon qui permet de faire accrocher les jeunes à l'emploi. Et puis on est toujours en plateau avec Gaël Musquet. Et Gaël a forcément une idée derrière la tech. Et Gaël, aujourd'hui, on parle aux processeurs, ou plutôt ce sont les processeurs qui nous parlent, parce qu'ils peuvent justement totalement faire changer la capacité de nos appareils. Complètement, et ces processeurs sont vraiment les organes centraux de nos machines. Et pour cette chronique, on va parler d'une famille en particulier de processeurs, un petit nouveau, le RISC-V, qui est une des architectures de ces processeurs. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des processeurs avec des grands noms comme Intel, AMD, ARM, Spark, MIPS et d'autres fabricants et concepteurs de processeurs. Et sur ces grandes familles, on a 5 au total, 5 grandes familles. On va en isoler 2. L'architecture CISC, CISC, avec un C comme complexe, qui en fait regroupe plusieurs centaines d'instructions pour réaliser une opération et plusieurs milliers de variantes. Donc ça, c'est la plateforme, l'architecture de processeurs qui est utilisée au cœur des processeurs Intel et AMD qui sont dans nos ordinateurs fixes en général et dans nos ordinateurs portables, les ordinateurs portatifs. En général, ce sont les plateformes qui sont les plus utilisées, sur les serveurs aussi. Ces plateformes sont extrêmement populaires, ont beaucoup de succès. Et l'architecture RISC, R comme réduit, qui elle a quelques dizaines, 47 à peu près, instructions pour réaliser une opération simple. Et donc, cette architecture-là, c'est celle qu'on retrouve dans nos téléphones, dans nos tablettes, nos télévisions souvent. C'est un choix qui permet d'avoir un nombre réduit d'instructions pour faire des tâches élémentaires. Et c'est pas pour rien que cette plateforme a du succès, c'est qu'elle permet en plus souvent de réduire l'énergie qui va être dépensée pour pouvoir réaliser une même tâche. Et donc c'est cette architecture, RISC-V, qui a été choisie par pas mal de constructeurs.
Si tu me dis RISC-V, ça veut dire qu'il y en a eu 4 autres avant, c'est ça, des architectures RISC? Tout à fait. RISC-V, pour 5e génération en fait, de l'architecture RISC, c'est une volonté des chercheurs de l'université de Berkeley d'avoir une plateforme, une architecture d'instruction, de processeurs qui soit libre et ouverte. Ce projet, il a commencé en 2010, même si la première génération à Berkeley date des années 81, j'avais 1 an. Et ce projet est disponible pour l'éducation, la recherche et l'industrie. Donc on n'écarte pas les activités commerciales, même si on parle de plateforme libre. Et croyez-moi, après les déboires d'ARM qui a tenté d'être acheté par Nvidia, ARM China en Chine qui a fait sécession, les restrictions aussi politiques, économiques, commerciales contre la Chine avec ZTE, Huawei, beaucoup de fondeurs, donc des entreprises qui fabriquent ces processeurs avec du silicium se sont tournés vers l'architecture RISC-V et ce mouvement inspire même des entreprises qui ne sont pas concernées a priori par des restrictions comme Apple qui utilisent aujourd'hui cette architecture pour ces processeurs secondaires. On voit à quel point encore l'univers du logiciel libre, du matériel libre, fortement inspiré toutes les personnes qui ne veulent pas dépendre, encore une fois, des grandes maisons des processeurs traditionnels. Gaël Musquet et évidemment l'écosystème du libre qui inspire l'ensemble de la tech. Quel avenir pour RISC-V justement? Parce que si tu me dis qu'il y a consensus finalement, même auprès des grands opérateurs et des grands constructeurs aujourd'hui d'appareils et de devices, on se dit que forcément ça va peut-être devenir un standard, une norme pour l'ensemble d'entre eux. En tout cas, c'est bien parti pour. Les constructeurs aujourd'hui et les fondeurs, ils ont horreur des risques. Et quand on sait ce que coûte une chaîne de fonte, et, les wafers, ces grands disques de silicium dans lesquels on va graver, vraiment dessiner ces processeurs, ça a un coût extrêmement élevé. Et donc, il est hors de question pour les stratégies, évidemment, à long terme de ces constructeurs, d'être à la merci d'une stratégie commerciale hasardeuse, d'un rachat hasardeux ou de sanctions économiques et politiques. Et donc, longtemps, cette économie, cette industrie qui a été dominée par des grands noms du marché, aujourd'hui se voit challengée par de nouveaux arrivants, Mediatek, Olimex, toutes ces entreprises. Parfois, j'ai assisté avec des PME françaises qui se disent on va se cotiser ensemble pour acheter des morceaux de wafer, donc ces grands disques dans lesquels on a plusieurs processeurs, où on va pouvoir, y compris en Europe, recommencer à construire et à faire construire des microcontrôleurs, des microprocesseurs qui sont basés sur cette architecture. Et donc là, on a une formidable opportunité. Et là, il faut encore, profite de ce plateau, de cette antenne, que l'on profite en Europe, pouvoir localiser et relocaliser de la production, la fabrication, la conception de semi-conducteurs, parce que c'est aussi là, au cœur de ces processeurs, que naît la souveraineté, puisque tous les web services, tous les logiciels, tous les jeux vidéo que l'on a aujourd'hui à portée de main dépendent aussi de ces matériels qui, je l'espère dans l'avenir, sauront s'inspirer de ces plateformes matérielles libres. Absolument. Et puis, il me semble que c'était notamment un des conditionnements du plan de relance européen, le fait de relocaliser notamment de la production tech et de semi-conducteurs en Europe, avec notamment quelques belles entreprises européennes du secteur, STMicroelectronics, le franco-italien, pour ne citer que. Tout à fait, c'est un des plans. Malheureusement, pour l'instant, heureusement, par orgueil, fierté, jalousie, je l'espère, peu importe le motif, les Européens s'y mettront. Et c'est vrai que l'Asie, pour l'instant, a été le premier continent à se mettre. Ils ont évidemment les usines de production, ça c'est certain. Mais on a vu les Indiens, les Japonais, les Chinois, les Coréens se mettre très, très, très vite à la conception de ces processeurs. Avant nous, Européens et parfois les Américains. Et forcément, c'est un débat sur cette souveraineté technologique et numérique et économique européenne qu'on suivra avec toi notamment, Gaël. On revient à notre talk dans un instant avec notre invité Alexandre Poncet. On va essayer de comprendre comment justement faire accrocher les jeunes décrocheurs et décrocheuses par le numérique. Et on continue
continue à envisager le numérique comme outil et comme aussi potentiel pourvoyeur d'emploi avec Alexandre Poncet. Je rappelle que vous êtes toujours directeur qualité du réseau École de la Deuxième Chance. Ces jeunes de 16 à 25 ans, c'est votre public et c'est celui que vous côtoyez tous les jours au sein des 139 écoles et lieux justement du réseau EEDC. Ce sont notamment des jeunes qui vont être dans une situation un peu particulière. On les appelle les NEET souvent, cet acronyme qui n'est pas forcément toujours très heureux, mais ça décrit bien cette situation sans études, sans emploi, sans formation. Il serait 14 millions à être dans ce cas en Europe, 1,5 million en France. En tout cas, ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Vous réussissez à mettre une réalité sur cet acronyme. Vous découvrez quelle réalité avec ces jeunes ? Alors, effectivement, la question est assez importante finalement. Les réalités qui sont derrière, elles sont multiples. Généralement, c'est des parcours de vie en fait qui sont cabossés, si vous me permettez l'expression. Il y a une grande littérature sur la sociologie du décrochage. On a des facteurs familiaux, des facteurs personnels, des facteurs d'orientation subie. Il peut y avoir des situations comme celle-ci. Et on se rend compte que globalement, on est sur un public qui a perdu ses repères, ou qui n'en a pas forcément eu, et qui souffre d'un manque de confiance extrêmement important. Pour autant, les jeunes qu'on accueille et qu'on reçoit dans le 2C, ce sont vraiment des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de s'en sortir et qui font preuve de beaucoup de courage en fait, pour continuer d'avancer finalement. Et la réalité qu'il y a derrière, c'est globalement ça. Ce qu'il faut retenir en 3 mots, c'est des jeunes qui n'ont pas eu les bons repères, qui n'ont pas eu les bonnes chances, mais extrêmement motivés à s'en sortir. Et c'est ce qu'apprécient par ailleurs nos partenaires entreprises notamment. C'est qu'ils savent, quand ils recrutent un jeune de l'E2C, c'est que nous, globalement, on va le former, on va l'accompagner sur les soft skills qu'on évoquait, sur les premiers gestes techniques, sur une remise à niveau aussi. Il peut y en avoir besoin Bien sûr. Les connaissances de base. Tout ça contextualisé dans un contexte professionnel. Et ils savent que quand ils recrutent un jeune de 2C, globalement, ça va être un jeune qui va être motivé et qui aura tendance à s'accrocher en fait à son emploi, même s'il est difficile, etc. Oui, parce que l'idée, c'est de leur donner un nouveau départ. Finalement, encore une fois, on est là pour retravailler les bases avec eux, parce que la motivation, vous êtes sûr qu'ils l'ont évidemment déjà. Ces outils, la façon dont on peut les aider à raccrocher, on a évoqué évidemment ce Serious Game Horizon et ces univers qui va nous permettre de découvrir tous ces emplois et aller jusqu'au bout justement de la façon dont on va pouvoir améliorer ses compétences pour pouvoir raccrocher. Il y en a d'autres aussi, vous le disiez tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir avoir le bon curseur, le bon mode d'emploi entre le physique et le numérique. Toujours garder cet équilibre pour garder au maximum aussi le lien avec ces jeunes. Tout à fait. Alors, je disais en préambule que les publics finalement de l'E2C sont plutôt des publics qui n'ont pas confiance en eux. Donc il faut vraiment voir le digital, le numérique comme des ressources complémentaires à l'offre de services finalement en présentiel. On ne règle pas un problème de confiance en soi entièrement avec un jeu vidéo, avec, si bien soit-il, avec des algos, etc. Il a vraiment besoin d'avoir quelqu'un en face de lui, quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui lui fait confiance pour avancer et voilà, on a vraiment besoin de cet échange et de maintenir en fait cet échange. Et l'idée, le choix qu'on fait au niveau de l'E2C, c'est d'utiliser le digital comme un outil complémentaire à toutes les formes de pédagogie qu'on peut avoir en présentiel. Et donc là, par exemple, le jeu vidéo, il va nous servir à dédramatiser, à découvrir, il va nous servir à aborder les compétences et le développement des compétences d'une manière un peu différente, toujours en lien avec ce qu'on appelle chez nous un formateur référent. Donc c'est vraiment la personne de confiance sur laquelle le stagiaire va s'appuyer. Et ça va être des allers-retours entre ce que le jeune va faire en centre, ce que le jeune va faire en entreprise, ce que le jeune va faire seul chez lui en activité extra quasiment scolaire, oui, extracurriculaire. Et jeux vidéo, jeux vidéo et digital. Et donc
le digital est vraiment là comme ça, et c'est comme ça qu'on a choisi de l'utiliser. Et le fait de se dire que là aussi, on les aide aussi à gagner en autonomie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas lâchés en pleine nature, au contraire même. L'idée, c'est d'avoir pu les réidentifier pour les faire raccrocher, notamment à cet écosystème-là, mais on peut le fait de leur donner confiance, c'est aussi de leur en laisser de la confiance et de l'autonomie et de l'agilité. C'est ce aussi à quoi va servir notamment ce Serious Game, le fait de se dire qu'on peut le faire seul aussi, ou en équipe, ou avec son formateur et sa formatrice. Absolument, mais en fait vous avez tout dit. Ah bah c'est gentil, eh bien drop the mic. Globalement, hein, l'autonomie chez nous, quand on parle encore une fois d'insertion sociale, citoyenne et professionnelle durable, j'insiste sur le mot durable, ce qu'on va chercher, c'est que le jeune soit à l'aise sur tous les pans de sa vie finalement, et qu'il puisse faire face au quotidien et aux problématiques également qu'il va rencontrer en autonomie. Donc en fait, on lui donne les clés, si vous voulez, pour non seulement s'insérer demain, mais durablement. Et ça passe par l'autonomie. Et le fait de passer par le jeu vidéo aussi, ça permet, encore une fois, à travers un média qu'ils connaissent, un média qui est plutôt orienté loisirs de base, déjà de transposer des usages loisirs à des usages professionnels, mais aussi à se dire que finalement, on a les moyens de faire face à des situations qu'on ne connaît pas, à travers un jeu, donc de manière ludique, de manière dédramatisée, et donc ça permet de renforcer cette autonomie. Ouais. Ces jeunes-là que vous autonomisez, donc vous les suivez de 16 à 25 ans. Une fois qu'ils ont 25 ans, est-ce qu'ils peuvent toujours revenir toquer à la porte des écoles de la deuxième chance ? Bien sûr. Alors, on a, globalement, c'est jusque 25 ans révolus, pardon. Ou résolus aussi. Soyons résolus. Non. Mais globalement, il y a quelques écoles aujourd'hui qui ont des dérogations pour accueillir des jeunes jusqu'à 30 ans, 35 ans. C'est pas la majorité, là, pour l'instant, on est sur vraiment des jeunes de 16 à 25 ans. Mais le plus important par rapport à ce que vous dites, c'est dans le cursus, dans le parcours E2C, finalement, on a ce qu'on appelle le suivi post-parcours, l'accompagnement post-parcours. Donc le jeune, une fois qu'il est sorti de l'E2C, que ce soit pour une situation positive d'emploi, de formation ou sans solution, parce qu'on estime que on a fait tout ce qu'on pouvait ensemble et que maintenant il va falloir envisager d'autres modalités d'accompagnement. Eh bien, malgré ça, il y a un accompagnement qui est proposé systématiquement à tous les stagiaires qui courent au minimum pendant 12 mois après la sortie et qui permet soit pour un jeune en sortie positive, donc emploi-formation, de continuer de l'accompagner s'il a besoin sur des problématiques périphériques, s'il a besoin de remédiation. Parce que ça peut arriver qu'en formation, il ait une tentation de redécrochage et là, on peut le remobiliser pour vraiment rester dans sa formation. Et pour les jeunes qui n'auraient pas trouvé de solution immédiate, ça va être de continuer de les accompagner, donc physiquement, ou de leur proposer de venir réactualiser leur CV, leur lettre de motivation, etc. Et là encore, le digital a son rôle à jouer parce que toutes les ressources finalement qu'on va pouvoir développer en asynchrone, en numérique, eh bien le jeune il va pouvoir continuer d'y avoir accès pendant ce temps-là, et donc il va pouvoir continuer d'affiner, de peaufiner peut-être ses compétences, de continuer de découvrir des affinités professionnelles, des projets professionnels, etc. Un lien qui donc se crée entre vos étudiants, vos étudiantes, futurs candidats et candidates à l'emploi que vous ne laissez donc pas s'évaporer en pleine nature. Au contraire, vous les suivez tout au long de leur futur début de carrière. Merci infiniment Alexandre d'être venu nous parler d'horizon au pluriel. Je le maintiens parce qu'il ouvre justement des perspectives pour ces jeunes anciens décrocheurs et décrocheuses qui vont justement aller vers l'emploi. Un joli voyage en tout cas pour justement à opérer avec ce premier Serious Game qui leur permet de raccrocher avec le marché du travail. Merci encore une fois à vous. Merci Gaëlle, comme toujours, de m'avoir accompagné pour cette émission, pour l'ensemble de son œuvre, tout simplement. Allez, on se retrouve nous, très vite sur le plateau de l'École du Futur pour d'autres épisodes.